Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christopher Guérin, le directeur général de Nexans, coté sur le SBF 120. Bonjour Christopher. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Fabricant de câbles Nexans, chiffre d'affaires, on l'a eu pour le premier trimestre, 1,8 milliard d'euros, en hausse de 4,1% sur un an, dont 6,8% pour votre activité d'électrification, qui représente 2/3, c'est ça, des facturations du groupe. Donc l'activité, au final, a bien démarré cette année, malgré les incertitudes géopolitiques, les droits de douane. On peut dire que c'est un début d'année qui est prometteur. Ah, pour Nexans, oui, tout se passe bien, on est plutôt en pleine forme. Alors, il y a quelques régions en difficulté, comme la région européenne. Les États-Unis se sont un peu calmés en termes de croissance, mais l'Amérique du Sud se porte plutôt bien, l'Afrique se porte plutôt bien, Moyen-Orient également. Donc, relativement très satisfait de ce début d'année, et qui se prolonge sur le deuxième trimestre. C'est ça aussi, ouais, ça se prolonge. Ça se prolonge, oui. Donc on est avec une accélération ou un rythme de croissance équivalent? Non, en fait, on a trois secteurs. On a le secteur des câbles sous-marins, on a 5 ans de carnet de commandes. Donc on est dans l'exécution de nos projets. Ces grands câbles sous-marins servent à, il faut le rappeler, à interconnecter les régions ou à interconnecter les fermes éoliennes en mer qu'on raccorde au réseau. Donc on a 50 commandes, 4 ans et demi exactement. Donc là, dans ces câbles, il passe quoi? Pour les éoliennes, on comprend. Sur ces grands câbles pour interconnecter? C'est de l'énergie. Hein. On transfère de l'énergie. Par exemple, que ce soit des câbles terrestres ou des câbles sous-marins, c'est l'interconnexion entre les pays. La France a renvoyé de l'énergie en Espagne et au Portugal pendant le blackout. Ouais. Voilà, il y a des grands projets sur la mer Méditerranée pour aller sourcer les énergies vertes provenant d'Afrique et les ramener sur le territoire européen, qui est une sorte d'alternative au pipeline gaz russe. Donc ça, c'est une activité qui se porte bien. Après, on a l'activité des réseaux électriques, le renouvellement des réseaux électriques, qui sont en moyenne 40 ans d'âge en Europe et à peu près l'équivalent aux États-Unis. Donc là, on a énormément de demandes juste pour le renouveler le réseau. C'est exactement ce qui s'est passé sur les câbles télécoms avec la fibre optique. Hein. On a enlevé enfin, on ne les a pas encore enlevés, mais il y avait les câbles cuivre qu'on a remplacés par la fibre optique. Mais on fait la même chose sur la partie énergie. Voilà, parce qu'on a de plus en plus de besoins d'électricité. Des câbles Nexans. Bah, ces câbles Nexans, on n'est pas les seuls à produire, bien sûr, mais il y en a beaucoup. Oui. Et le troisième, c'est le bâtiment. Alors là, le secteur du bâtiment, là, il est un peu plus en plus grande difficulté, notamment sur le territoire européen. La construction est plus en berne qu'ailleurs, mais globalement, on a un marché de la rénovation qui est assez dynamique. Donc ça permet de corriger un petit peu ces inflexions. Trump, on le sait, est contre les éoliennes en mer. On se dit que c'est comme une mauvaise nouvelle pour vous. Alors oui, mais cela dit, le plus gros marché des fermes éoliennes en mer est européen. Il y a 200 gigawatts qui sont en cours de déploiement ou qui vont être déployés, dont 120 en Europe uniquement. Et après, il y en a à peu près 50 en Asie. Et on avait entre 20 et 30 maxi sur les États-Unis. Alors, nous, on en avait en carnet. On avait le projet Empire Wind 1, là, qui était le dernier projet qu'on avait en carnet sur les États-Unis. Qui a été mis en stand-by il y a quelques semaines et l'administration Trump vient de le libérer. Donc le projet va bien avoir lieu, on vient de finir le câble. Et maintenant, sur ce qu'on fabrique aux États-Unis, c'est essentiellement des projets européens et non plus des projets américains. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Sur ces grands câbles, il y a du gaz qui passe aussi? Non, que de l'énergie, que de l'électricité. Que l'électricité. C'est que de l'électricité. Bon. Les gros contrats que vous avez signés récemment? Bah, les grands contrats qu'on a signés, bah, on a des projets de grosses fermes éoliennes pour RTE. RTE va annoncer des très gros projets à venir. Des interconnexions, on a des projets en Grèce qui sont assez importants. Et puis on en a d'autres sur les mers Baltiques qui arrivent. On intervient également sur un câble qui a été sectionné en mer Baltique par un navire russe. Donc voilà, le câble a été sectionné en fond sous-marin. Donc on est obligé d'intervenir, d'envoyer nos gars. À quelle profondeur ? On est à peu près à 1000 mètres de profondeur. Donc on est obligé d'envoyer nos équipes, notre bateau, ramener le câble sectionné à la surface, faire une jonction. C'est par inadvertance ou c'est du sabotage? Non, ça serait, je crois, c'est plutôt du sabotage. Ok. Et sur cette visibilité, vous parliez, Christopher Guérin, de votre visibilité sur vos carnets de commandes. 5 ans, vous avez dit? 5 ans pour tout ce qui est transmission, tout ce qui est interconnexion, tout ce qui est ferme éolienne en mer. Sur les réseaux électriques, c'est des appels à la demande, mais la demande est à plus 30%, parce qu'il faut renouveler. Pendant 50 ans, les réseaux électriques étaient sous forme de maintenance. Maintenant, on est en renouvellement total sur l'ensemble des pays. Et puis sur la construction, on a une visibilité de 3 semaines. Donc là, il ne faut pas me demander trop de prévisions.
Et donc globalement, sur les activités qui se portent bien, vous tournez à plein régime? Oui, oui, globalement, les usines sont plutôt bien saturées. Ouais. Bon, comment on fait, c'est une question qu'il faut se poser, Christopher Guérin, pour manœuvrer un groupe comme ça, comme le vôtre, présent partout dans un monde qui est instable, qui est compliqué? On navigue dans l'incertitude. Mais globalement, en fait, ce qu'on a expliqué au marché financier, c'est qu'on avait pensé, nous, le plan sur 10 ans. Donc, de 2019 à 2021, c'était vraiment Nexans qui devait repenser son modèle d'affaires. C'est ce que nous avons fait. Le Covid en plein milieu. On a accéléré un peu notre manière de réduire la complexité, puisqu'on a supprimé 80% de notre clientèle pour se concentrer sur uniquement 4000 clients et un tiers de nos produits. Après est arrivée la notion de simplification, 2021-2024. On a dit, écoutez, on couvre 34 sous-secteurs. On fait les cas pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour la construction, pour les fermes éoliennes en mer et les fermes solaires. On va se simplifier, on va uniquement se concentrer sur le domaine de l'électrification. Donc là, on a vendu, c'est en cours de closing, notre activité industrie qui pèse 800 millions d'euros. Très belle activité qu'on a vendue à un fonds qui s'appelle La Tour Capital. Et on se ressent, on est en train de faire, on a fait 1,3 milliard et on va refaire encore 1,5 milliard d'acquisitions dans le domaine de l'électrification. C'est-à-dire que si je reviens sur le plateau dans 2 ans, normalement, on sera une activité, un groupe qui sera 100% porté par l'électrification. Là, le pure player, ça sera dans 2 ans. Voilà. Vos objectifs financiers ont été confirmés pour cette année, notamment en matière d'EBITDA, entre 770 et 850 millions d'euros. Vous êtes confiant, vous êtes à l'aise? Oui, on est à l'aise. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que on a vendu déjà une activité qui n'était pas dans le domaine de l'électrification l'année dernière, qui portait 50 millions d'EBITDA. Donc, on est en train de remplacer ces 50 millions. Donc, ça montre vraiment la force de progression du groupe, structurellement. Et oui, on est très confiant. Quand on démarre bien le premier trimestre, là, on est sur le milieu du deuxième, on est assez à l'aise sur notre guidance, à la fois en free cash et à la fois en EBITDA. Oui. Même avec un cours du cuivre qui est en hausse de 9% depuis le début de l'année, qui est proche des 10 000 $, ça ne pourrait pas entraver vos objectifs financiers? Que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, le cours du cuivre n'a aucun impact sur nos résultats. Parce qu'en fait, nous, c'est un système de pass-through. On n'est pas des vendeurs de métaux. Donc, en fait, on vend le cuivre qui est dans le câble. On les transmet comme ça, sans marge, sans bénéfice. Et parce qu'on n'a pas à supporter... Vos clients l'acceptent? Oui, c'est comme ça depuis 1994. Tout le secteur est comme ça depuis 1994. Il y avait une société en 1994 japonaise qui avait spéculé sur le cuivre et qui a disparu suite à une grosse faillite. C'est un bon enseignement que de changer cette pratique-là. Donc vous qui vouliez être un pure player d'électrification, dans 2 ans, on dira mission accomplie. Ouais, peut-être même 1 an, hein, ça va très très vite là. Donc l'incertitude économique est très favorable aux acquisitions, donc on est assez actifs dans ce domaine-là. Vous êtes numéro 2 mondial aujourd'hui, oui. Sur les câbles. Comment vous positionnez par rapport à votre grand concurrent, qui est un concurrent italien, Prysmian? C'est une très belle société italienne. Il faut les racheter, hein. qui est assez conséquente en taille, mais qui est restée généraliste. C'est-à-dire qu'ils sont sur le télécom, ils font de la fibre optique, ils sont dans le domaine de l'industrie, ils sont sur l'automobile, ils sont sur les 34 sous-secteurs. Et nous n'avons pas cherché la course à la taille, mais la course à la valeur, au recentrage, à la simplification. Et c'est pour ça que même si on est dans le même secteur, on reste un acteur de l'électrification, et tandis qu'eux, ils en ont une grosse partie également, mais ils sont également sur plein de secteurs, donc qui génèrent une complexité différente. Vous redoutez ou pas, on parle des États-Unis, on parle aussi de la Chine, cette concurrence féroce des câbles électriques chinois? Il y a un risque ou pas de raz-de-marée, c'est le terme qu'on emploie souvent pour les produits chinois? Ils sont bons, leurs câbles? Oui, il ne faut jamais sous-estimer les Chinois. Un secteur qui n'est pas le mien en particulier, mais quand on regarde le secteur de l'automobile, je ne suis pas sûr que beaucoup d'économistes auraient prédit que la Chine aujourd'hui représenterait 1/3 de la production automobile mondiale, qui serait le premier exportateur de véhicules dans le monde, avec plus de 5 millions de véhicules, et que tous ces véhicules seraient essentiellement hybrides ou électriques. Personne n'a prévu ça. Donc quand même, je pense que ce qu'on voit de la Chine, c'est qu'ils avancent en cohorte, ils avancent en coalition avec leur gouvernement, et ils s'organisent. Je pense que quand je vois des événements Choose France, c'est bien pour la France, mais il y a un moment donné, il faut faire des événements pour les entreprises françaises,
pour les ETI françaises. Il faut qu'on travaille tous ensemble de manière écosystémique, comme le font les Chinois. Ils sont organisés, ils se protègent, ils avancent ensemble. Et c'est ce que l'Europe aurait vraiment besoin, je pense. Et donc cette concurrence chinoise sur les câbles électriques? Elle peut arriver. Après, vous savez, transporter des énormes tourets de plusieurs tonnes à travers la mer, à nous de gagner encore en compétitivité. La part manœuvre dans le câble est relativement faible, inférieure à 10%. Mais c'est aux Européens de se réinventer et trouver des moyens d'être encore plus compétitifs et surtout d'apporter un service supérieur à ses clients. Parce que si à la fin on n'apporte que du prix, on sera vite distancé. On a des Américains quand même qui deviennent plus protectionnistes, on a une Chine qui n'ouvre pas vraiment ses marchés. L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait notamment? Est-ce qu'elle doit assumer d'être plus protectionniste que ce qu'elle est aujourd'hui? C'est un équilibre un peu ténu entre protectionnisme et surprotectionnisme qu'on a vu un petit peu aux États-Unis aujourd'hui sur cette notion de surprotectionnisme. C'est comme si on dynamitait nos propres ponts. Il y a un moment donné, on est lié avec tous ces flux. Je disais à un de vos confrères, voilà, si les États-Unis se passent de la Chine, il n'y aura pas de cadeau de Noël pour les jeunes enfants américains dans quelques mois. Il y aura juste une ou deux poupées et pas 25 poupées, a dit Donald Trump. Oui, non, mais c'est vrai que aujourd'hui, le monde est fait comme ça. Mais il faut trouver un juste équilibre entre protectionnisme et surprotectionnisme. En tout cas, ce qu'on impose aux sociétés françaises et européennes en termes de régulation, il faut qu'on l'impose à tous les produits qui arrivent hors Europe sur notre territoire. Pour être à armes égales avec les concurrents chinois, américains, sud-américains ou autres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Christopher Guérin, est-ce que c'est vrai qu'après plusieurs mois de pourparlers, vous avez rejeté fin 2024 une offre du fonds d'investissement CDR? Est-ce que c'est vrai déjà? On a été approché oui, c'est vrai. par un fonds d'investissement, mais un gros fonds d'investissement. Il n'y a pas eu de rejet, c'est que l'action est montée jusqu'à 135 €. Ouais. Il y a eu des discussions, il y a eu du pourparler, mais il n'y a pas eu de suite. Pour une question de valorisation? Pour un tout, pour une complicité, pour une question de souveraineté. Moi j'ai pensé à la question de souveraineté. Ah oui, mais il y a beaucoup de choses, mais on n'en est même pas allé là. Donc il y avait un intérêt. Ce qui était intéressant à regarder, c'est que il y a eu beaucoup d'approches en 2018 quand le groupe valait 800 millions d'euros. Je m'en rappelle. Là, en fait, c'est 4,5 milliards aujourd'hui. C'est vraiment nos actionnaires qui sont assis à la table du board qui nous ont protégés, en fait, qui ont fait ce côté firewall, parce que ça se trouve, je ne serais plus là au bout de 4 mois. Aujourd'hui, la boîte, elle est valorisée entre 4 et 6 milliards en fonction de l'évolution du cours de bourse, parce qu'à l'élection de Donald Trump, notre cours de bourse a chuté de 20%. Ouais. Mais intrinsèquement, les résultats sont très très bons. Et je pense que Nexans a encore beaucoup à démontrer et est encore globalement sous-valorisé. Et Nexans pourrait un jour sortir de la bourse si une offre mirifique d'un fonds, ou alors pour des questions de souveraineté, notamment. Tout est possible. Après, c'est dans les mains du conseil d'administration, c'est pas dans les miennes. Donc, moi, je suis au service du conseil et ça pourrait arriver un jour, mais aujourd'hui, ça se passe très bien en étant coté en bourse. Les performances boursières, c'est un très 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 beau parcours boursier, notamment depuis 2018 sous votre houlette. C'est vrai qu'on était à 140 €, moi je suis resté à 140 €, c'était en octobre-novembre dernier. Élection de Donald Trump, bim, moins 20%. Mais c'est excessif, puisque au final, ça représente combien aujourd'hui les fermes éoliennes aux États-Unis? C'est rien, mais en fait on a été flagué un peu énergie verte aux États-Unis. Et en fait, on a réussi à récupérer et à amener avec nous beaucoup de fonds d'investissement américains. Qui pèsent combien aujourd'hui? 38%, mais qui sont toujours à 38%. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas les fonds américains qui ont lâché Nexans là récemment, mais d'autres fonds européens plutôt. Mais les Américains se sont renforcés sur Nexans depuis quelques mois. Malgré l'élection de Trump, enfin l'élection dans le sens, malgré l'anti-ferme éolienne du président Trump, et parce qu'on est globalement sous-valorisé. Pour que Nexans retrouve les 140 € en bourse, il faut que, et je vous laisse finir la phrase. Continuer notre avancée, c'est confirmer notre guidance, nos résultats. 140 €, c'est le plus haut historique. C'est le plus haut historique, oui, mais on est en bonne voie, je pense. Ouais. Allez, merci beaucoup pour cet entretien donc avec vous, Christopher Guérin, directeur général du fabricant de câbles Nexans, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David Jaco.